Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, la joie et la vitalité des mineurs chiliens. Plus de la moitié d'entre eux sont déjà remontés à l'air libre après 2 mois coincés sous terre. Embrassades et retrouvailles devant les télévisions du monde entier. Nous serons en direct avec Franck Genozo. Le reflux de la grève contre la réforme des retraites, elle est nettement moins suivie qu'hier dans les transports. Une exception, les raffineries, les industriels prévoient des pénuries possibles mardi ou mercredi. On fera le point avec Agnès Molinier. Côté lycéen, les établissements perturbés sont moins nombreux, mais le débat politique s'enflamme. La majorité accuse Ségolène Royal d'irresponsabilité après son appel aux jeunes à descendre dans la rue. L'ancienne candidate corrige ses propos. Notre invité ce soir, François Hollande. Bonsoir et à tout à l'heure. La libération à Montpellier de René Galinier, ce retraité qui avait grièvement blessé 2 cambrioleuses de 11 et 21 ans cet été. Des manifestations de soutien avaient été organisées en sa faveur. Les inédits de Nelson Mandela, loin du héros, l'ancien prisonnier publie ses textes écrits en prison, ses doutes, ses erreurs, ses amours. Un livre en forme de mémoire préfacé par Barack Obama. Et puis le retour de Lucky Luke, nouvelles aventures avec des auteurs réputés, Daniel Pénac et Tonino Benacquista. On découvrira cet album en avant-première. Bienvenue dans ce journal, c'est l'image du jour. On craignait de découvrir des rescapés malades ou diminués. Eh bien, ce sont des hommes en pleine santé, débordants de vie, qui sont remontés à la surface au Chili. Une prouesse technique, une grande scène de communion nationale aussi. Voici ces images, elles sont commentées par Dorothée Oliéric. Personne ne voulait remonter en premier pour ne pas voler la vedette aux autres. Finalement, c'est Florencio Avalos, 31 ans, qui a été désigné. Sophie Byron ne peut retenir ses larmes. Salué par les applaudissements des sauveteurs, le mineur sort calmement. Des gestes de tendresse après une épreuve de 69 jours. À 622 mètres sous terre, le monde entier voit en direct le 2e mineur pénétrer dans l'étroite capsule Phoenix. La remontée dure 15 minutes, chacun retient son souffle. Mario! On t'attend, Mario! Il reste plus beaucoup! Merci les amis, merci! L'épouse du mineur est agréablement surprise en entendant les cris de joie de son mari, qui arrive enfin. Mario Sepulveda, débordant d'énergie, sort des pierres rapportées du fond de la mine, cadeau souvenir pour les sauveteurs et pour le président chilien. Il se précipite ensuite vers ses amis mineurs, dopés par la liberté retrouvée. Extravagant et extraverti, celui qu'on appelle déjà Super Mario reste un mineur qui pense à son travail avec humilité. On a mis dans cette épreuve notre folie, nos cœurs de mineurs et toute notre expérience professionnelle. Demain, il faudra de vrais changements pour ceux qui travaillent dans les mines, des améliorations. On ne peut pas rester comme ça. Les heures passent, la mine se vide, les sauvetages se suivent mais ne se ressemblent pas. À travers ce puits de secours filmé depuis la nacelle, et après les plus agiles, ce sont les plus faibles qui retrouvent l'air libre. Parmi les 33 mineurs, un Bolivien que le président Evo Morales est venu féliciter en personne. Le chef d'État bolivien a également remercié son homologue chilien. Pour Sebastián Piñera, c'est aussi l'unité du pays qui est célébrée aujourd'hui. On a vécu une nuit où la vie a été plus forte que la mort, où l'espérance a triomphé de l'angoisse. Une nuit qui nous fait sentir davantage comme des êtres humains, des frères, unis dans la force, la volonté et le courage, prêts à affronter ce que nous réserve le futur. C'est d'ailleurs tout un pays qui a passé une nuit blanche et les Chiliens n'ont pas fini de fêter le sauvetage des 33, des mineurs de fond devenus héros.
Bonsoir Franck Genozo, vous êtes sur place. Ce qui retient l'attention effectivement, c'est l'ambiance d'union en plein désert, mais aussi dans tout le pays autour de cette opération. Oui, c'est vrai que la première chose qui marque les journalistes étrangers qui arrivent ici sur le camp, c'est l'omniprésence des drapeaux chiliens. Il y en a absolument partout et de toutes les tailles, un peu comme si la solidarité des mineurs avait soudé tout un pays derrière eux. Alors ces mineurs sont devenus ici véritablement des stars, des héros. Leur opération de secours se déroule entièrement retransmise à la télévision chilienne et ce en intégralité. Il y a même un décompte mètre après mètre de la progression de la capsule. Hier, une mère, la mère d'un de ces mineurs, nous disait qu'au départ les experts avaient estimé qu'il y avait de forts risques de conflit entre eux, entre ces hommes confinés à 700 mètres de profondeur. Eh bien, il n'en a rien été et cela fait aujourd'hui la fierté de tout un pays qui va encore retenir son souffle pendant près de 15 heures, le temps que tous les 33 soient de retour à la surface. Franck Genozo au Chili, merci Franck. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces 33 hommes qui ont donc passé 2 mois, un peu plus même, dans le noir et par 35 degrés. L'autre actualité de cette journée, c'est bien sûr la grève contre la réforme des retraites. Grève reconductible, vous le savez, depuis hier. Eh bien, je vous le disais, elle est en reflux, en particulier dans le secteur stratégique des transports publics. Valérie Lerouge, Emmanuel Morel, avec nos bureaux à Rennes et à Bordeaux. Que ce soit par vote à bulletin secret à Bordeaux, comme à Nice, ou par un vote à main levée à Rennes, dans tous les ateliers et dépôts de train, les cheminots ont très majoritairement reconduit la grève. 58 pour la reconduction, 7 contre et 1 blanc. Le mouvement est reconduit, à demain. Au deuxième jour de grève, les agents de la SNCF se disent prêts à tenir bon. C'est parti pour durer. Par rapport aux résultats, ça a été un plébiscite. Le mécontentement des gens est présent. C'est maintenant ou jamais. Ce ne sera pas dans une semaine. C'est maintenant qu'il faut se battre. Détermination affichée. Mais les cheminots craignent pourtant de ne pas être suffisamment suivis dans cette bataille. Les cheminots seuls ne vont pas organiser la mobilisation et tout ça. Donc nous, ce qu'on compte, c'est... Et d'ailleurs, on l'a vu dans les manifestations et tout, où il y a de plus en plus de gens du privé. Ce serait bien que les Français comprennent, tout secteur confondu, privé comme public, qu'on continue à se battre pour eux. Mais on a bon dos à chaque fois. Si dans les assemblées générales, tout le monde reconduit la grève, sur le terrain pourtant, le taux de grévistes a chuté. Il est passé de 40% hier à 24,6% à la SNCF et de 17% à 8% à la RATP. Pour la défense de nos retraites, le 16. Cet après-midi, les cheminots ont donc rejoint d'autres grévistes pour occuper le terrain un peu partout en France, avec des opérations escargots et des distributions de tracts. On est très bien reçus par la population, qui sont intéressés par ce qu'on distribue et d'ailleurs on va manquer de tracts. Objectif de ces opérations, rallier un maximum de salariés, d'étudiants et de retraités aux nombreuses manifestations prévues samedi. Et le trafic est quasiment revenu à la normale à la RATP dans la plupart des transports urbains. La circulation reste perturbée en revanche sur les grandes lignes, les trains régionaux et les RER. Frédéric Crotin, Nathalie Gallet. Prendre son mal en patience, c'est la règle d'or. La ligne B du RER est la plus touchée par la grève. Ce soir, à la sortie des bureaux, un train sur 5 environ pour rejoindre la grande banlieue. Il faut attendre 40 minutes. Hein. Donc je vais prendre mes pieds, mes jambes pour y aller, c'est tout. Si de nombreux usagers ont réussi à s'organiser, certains n'ont pas eu d'autre choix que la course à pied. Pour ceux qui ont passé l'épreuve du RER, celle du métro. Mais bonne nouvelle, ça circule mieux qu'hier. Pas de problème ce matin. Il n'y a que le RER B a un peu de problème, mais c'est tout. Demain, la grève continue sur la ligne B, alors on se prépare au pire. Les 2 premiers jours, ça va, on prend un RTT, il fait beau, mais à partir d'un moment donné, il va falloir changer ses horaires de travail, venir très tôt en voiture. Pour demain jeudi, un trafic quasi normal est prévu dans le métro, les bus, le tram et le RER A. Un train sur 3 en revanche sur la ligne B du RER. Du côté de la SNCF, 2 TGV sur 5 sont prévus, un TER et un Transilien sur 2, un Corail sur 3, un léger mieux dans les transports au 3e jour de grève. Bonsoir Agnès Molinier, vous êtes en direct de la gare Montparnasse et on va tirer avec vous les enseignements de cette journée qui devait donner la tendance sur cette grève reconductible. Que peut-on conclure et à quoi faut-il s'attendre dans les jours qui viennent ? Écoutez David, on l'a vu dans les transports, que ce soit dans les trains ou dans le métro, il y a moins de grévistes. Alors bien sûr, la grève a été reconduite, ça et là, mais ce n'est pas massif. Les syndicats de cheminots, vous l'avez vu, ont reconduit les grèves, mais pour l'instant, ils ont été rejoints
par les salariés des raffineries pétrolières et ils avaient dit que c'est ce qu'ils attendaient, qu'ils ne voulaient pas continuer la grève tout seuls. Mais globalement, on peut dire pour l'instant que la grève reconductible ne s'étend pas. En revanche, la mobilisation continue à se faire sentir, elle prend diverses formes. On l'a vu aussi, des actions ont eu lieu dans plusieurs villes de France, ce sera encore le cas demain. Les syndicats occupent le terrain. On peut dire que la situation qui prévaut ce soir pourrait normalement continuer au moins jusqu'à samedi, date des prochaines grandes manifestations. Agnès Molinier à Paris, merci Agnès. Notez aussi que le trafic est revenu à la normale dans les aéroports, mais avec quelques retards à Marseille. Alors on vient de l'entendre, il y a un secteur où le mouvement se durcit, c'est celui des raffineries. Les industriels évoquent même des risques ponctuels, limités dans l'approvisionnement des pompes à essence en milieu de semaine prochaine. Romain Boutilly, Philippe Maire. Le Havre, Amiens, Bordeaux ou Rennes, un peu partout les stations-service ont été prises d'assaut. Le plus souvent, sans panique aucune, comme ici à Gonfreville, près de la raffinerie en grève. Je fais mon plein, je prévois parce que paraît qu'il va y avoir une pénurie, donc voilà. Au cas où il y aurait un souci, je préfère faire le plein, on ne sait jamais. Aussitôt livré, aussitôt dévalisé. Dans cette station à Rennes, les ventes ont été multipliées par 4. La raison, le bouche à oreille. C'est mon véhicule professionnel et en fait un collègue a réussi à se ravitailler ce matin. Si on n'a pas d'essence, on ne peut pas travailler. Donc du coup, on a passé le collègue, moi et tous les collègues, on est tous venus ici. Hier, on a eu une livraison. Bon, est-ce que demain on l'aura? J'attends de savoir. Normalement, sous peu, si on l'aura. Sinon, on sera comme tout le monde, hein. On sera en panne. À Amiens, justement, faute de livraison, des stations ont même dû fermer. Résultat, tout le monde se rue sur celles qui restent ouvertes. Je pouvais encore faire quelques kilomètres, mais comme tout le monde se rue sur les pompes, on n'a pas le choix, quoi. Une conséquence de la mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs raffineries ont rejoint le mouvement de grève. Aujourd'hui, bilan ce soir, 10 des 12 raffineries que compte la France sont quasiment à l'arrêt. Seules 2 fonctionnent encore normalement. La France risque donc des problèmes d'approvisionnement. Au fur et à mesure que la situation va évoluer, et avec le fait que des raffineries sont à l'arrêt, on va avoir des problèmes, mais pas vraiment dans l'immédiat, on aura des problèmes à partir de la semaine prochaine. Pour l'instant, pas de risque de pénurie à proprement parler, car les stations continuent d'être alimentées par les dépôts pétroliers. Des dépôts pleins d'après la direction de Total. La France en possède 160, seule une poignée bloquée par la grève. Et les industriels appellent aussi le gouvernement à se tenir prêt à utiliser éventuellement les stocks stratégiques. Bonsoir Fanny Stenler, vous êtes en direct de Gonfreville, près de Rouen. Utiliser ou pas ces stocks, qu'en dit-on du côté des autorités ? Bien écoutez, le gouvernement ne se montre pas vraiment inquiet et se veut avant tout rassurant. Pour le moment, il n'est pas question d'avoir recours à ces stocks stratégiques qui sont en fait utilisés dans des cas d'extrême urgence, dans des situations exceptionnelles. Alors, sachez que ces stocks ont une capacité de 3 mois, c'est-à-dire que la France peut tenir 3 mois avec ces stocks de carburant qui sont répartis un peu partout sur le territoire français. Ils servent en fait avant toute chose à faire tourner l'économie française, c'est-à-dire qu'ils sont à destination des entreprises, des centrales qui utilisent le pétrole, des compagnies aériennes, mais pas en priorité à destination des particuliers. La dernière fois que la France les a utilisés, c'était en 2005 pour aider les États-Unis à faire face à l'ouragan Katrina. Fanny Stenler à Gonfreville. Merci Fanny pour ces explications. Et on en vient maintenant aux suites du mouvement chez les lycéens. Là aussi on peut parler d'un certain reflux puisque les établissements touchés sont moins nombreux qu'hier, mais le débat politique s'enflamme. Hier, Ségolène Royal appelait les jeunes à descendre dans la rue pacifiquement. Aujourd'hui, elle indique qu'elle a été mal comprise. Sa prise de position a en tout cas provoqué des échanges musclés à l'Assemblée. Mallory Aounou, Marie Cazot. C'était une journée sans mot d'ordre explicite. Les actions n'ont pas cessé pour autant. 2 établissements perturbés en Berru, en Bugey, et ce sont 200 lycéens dans la rue, issus pour beaucoup de filières techniques. Un métallier, il va souder toute la journée. Il n'aura plus de yeux, à 70 ans, il sera aveugle. Il faut réfléchir. Vous avez juste à regarder vos parents. Regardez vos parents dans quel état ils rentrent le soir. Et si vous voyez qu'ils travaillent jusqu'à 70 ans comme ça, bah franchement, ils ont plus de vie, quoi. Ils vont mourir au travail. Manifestation désordonnée aussi dans les rues d'Orléans. Ces lycéens ont pris au dépourvu les forces de l'ordre, comme les étudiants venus les encadrer. Qu'il s'agisse de blocage, de tractage, de rassemblement, le mot passe vite. On est jeunes, hein, donc le SMS et Facebook, ça marche super bien. On en parle entre nous au lycée et les SMS circulent pendant toute une soirée et le lendemain, on a des gens mobilisés.
Au niveau national, le ministère pointe 135 lycées perturbés, soit 3% des établissements, près de 3 fois moins qu'hier. Faux, répondent les syndicats. Eux parlent de 450 établissements mobilisés. Avec parfois des incidents, des interventions policières. Ici, le blocage s'est terminé dans le verre brisé et les incendies de poubelles. Des débordements qui alimentent le débat sur l'entrée des jeunes dans le mouvement. Hier soir, Ségolène Royal justifiait leur mobilisation. Je leur demande d'ailleurs de descendre dans la rue, mais de façon très pacifique. Ensuite, parce que Une c'est de la sortie part du fermement Parti condamnée par la socialiste, majorité. du gouvernement. La position de Madame Royal est extrêmement grave. D'abord parce qu'elle lève le masque sur le projet effectif du Parti socialiste d'instrumentaliser nos jeunes avec tous les risques de dérapage que cela induit. Je trouve extrêmement choquant qu'une personnalité politique comme Madame Royal appelle des jeunes à sécher les cours. Aujourd'hui, Ségolène Royal rectifie. Je n'ai jamais poussé les jeunes à manifester, au contraire, je les ai appelés à la prudence. Assemblée générale, nouveau blocage. Les organisations lycéennes entendent en tout cas maintenir la pression jusqu'à la journée nationale de mobilisation prévue samedi. Bonsoir François Hollande. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous pensez que les jeunes sont à leur place, des jeunes de 15 ou 16 ans, lorsqu'ils sont dans la rue pour manifester contre cette réforme des retraites? C'est à eux de le dire. Je pense qu'ils éprouvent une grande inquiétude, non pas tant par rapport aux retraites elles-mêmes, c'est dans 40 ou 50 ans pour beaucoup d'entre eux, mais par rapport à leur propre avenir. Quelle va être leur insertion dans l'emploi si en plus leurs parents n'ont pas le métier, le travail qui correspond à leur diplôme. Vous ne les instrumentalisez pas? Moi, je pense qu'il faut refuser toute manipulation ou instrumentalisation et toute polémique. Je pense qu'aujourd'hui, la situation est suffisamment grave pour que chacun fasse preuve de responsabilité. Mais vous les syndicats font preuve de responsabilité. Ils disent d'ailleurs que si des jeunes veulent venir, c'est autour des mots d'ordre donnés par les syndicats et avec les syndicats et les institutions qui représentent les jeunes. Il y a un certain nombre de mouvements, heureusement. Et l'opposition fait preuve de responsabilité, parce que ce n'est pas à l'opposition de dire ce que doit être une grève ou un mouvement. Ceux qui ne font pas preuve de responsabilité, à mes yeux, c'est le gouvernement et le président de la République qui ferment la porte. Aujourd'hui, s'il y a une issue, il faut en trouver une. On ne peut pas avoir une répétition de journées d'action comme ça depuis maintenant 5 semaines, avec une mobilisation de plus en plus forte. Donc il faut que la porte du gouvernement s'ouvre et qu'une discussion sur la base du projet actuel puisse se faire avec le gouvernement d'un côté et les partenaires sociaux de l'autre. Voilà juste un mot sur ces manifestations. Est-ce que vous constatez un essoufflement du mouvement? Je vous entendais dire la mobilisation toujours très forte. Ah, écoutez, mardi, elle a été très forte. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, les syndicats n'ont pas voulu vraiment bloquer le pays. Et je pense que c'est leur responsabilité aussi d'être conscients des enjeux économiques, des enjeux sociaux, de la vie quotidienne de nos concitoyens. Mais il y aura, j'en suis sûr, samedi, beaucoup de monde dans la rue. Mais moi, je ne suis pas là pour dire qu'il faut qu'il y ait du monde dans la rue. C'est aux syndicats et aux salariés, aux retraités aussi, aux jeunes, s'ils en décident, de savoir ce qu'ils ont à faire par rapport à ces manifestations. Alors, moi, mon rôle, le rôle du Parti socialiste, le rôle de l'opposition, c'est de trouver la traduction politique. Nous sommes actuellement dans un débat au Sénat, il y a des amendements qui peuvent être déposés. J'ai dit ce que le gouvernement et le président de la République devraient faire une discussion avec les syndicats. Et sur ce point, en 2012, nous aurons à prendre aussi des engagements. Sur ce point, François Hollande, est-ce qu'il n'y a pas une différence entre vous et le Parti socialiste? Vous dites ouvrir des discussions. Martine Aubry, comme Ségolène Royal, réclame le retrait pur et simple du projet. Vous n'êtes pas sur cette ligne? Moi, j'entends ce que disent les syndicats. Je veux respecter la démocratie sociale. Ils disent, nous voulons entrer en discussion, en négociation avec le gouvernement. Après, on voit ce qui reste du projet. Dans toutes les grandes démocraties, il y a toujours un dialogue pour changer les règles du jeu, notamment en matière de protection sociale et en matière de retraite. Le seul pays en Europe qui réforme les retraites sans avoir une négociation avec les syndicats, c'est la France. Et la faute, ce ne sont pas les syndicats ou l'opposition qui la portent. La faute, c'est le président de la République et le Premier ministre qui l'ont refusé. On va dire un mot des primaires, avec d'abord une image qu'on n'a pas l'habitude de voir de vous. C'est cette semaine, dans un magazine People, comme on dit, où vous apparaissez avec votre compagne, vous posez à ses côtés. Pourquoi cette décision? Parce que c'est très inhabituel. Est-ce qu'il faut en passer par là lorsqu'on veut se présenter face aux Français? D'abord, ce n'est pas une photo posée. Nous étions ensemble à La Rochelle. La photo a été prise, elle est publiée. Voilà, c'est tout. Vous donnez une interview aussi. Je suis dans une vie nouvelle, heureuse,
Voilà, il ne faut rien cacher, mais en même temps rien exhiber. Est-ce que vous serez candidat, quoi qu'il arrive, à ces primaires? C'est pas le jour. Je suis venu pour parler de ce qui aujourd'hui préoccupe les Français. Ce n'est pas le jour pour annoncer quelque décision que ce soit par rapport aux primaires. Mais je l'ai dit, je me prépare par rapport à cette décision. Parce que ce qui est en cause aujourd'hui, avec un gouvernement qui est en décomposition, un président de la République qui est très impopulaire, c'est de savoir si la gauche, et notamment le candidat ou la candidate socialiste, seront prêtes, le moment venu, à emporter la responsabilité du pays et donc sa confiance. Et les sondages sont plutôt encourageants pour vous en ce moment, ça vous fait plaisir? Ça ne fait jamais déplaisir, mais en même temps, je sais ce qu'il faut penser des sondages. Jamais les sondages, 18 mois avant une élection, n'ont annoncé le nom du vainqueur. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Vous restez avec nous parce que ce qui suit va vous intéresser. L'information a trait à la politique économique. Le ministre du Budget, François Baroin, a en quelque sorte porté ce matin le coup de grâce au bouclier fiscal, de plus en plus contesté, vous le savez, ces derniers temps, même dans la majorité. Il estime qu'il est un symbole d'injustice. Nicolas Sarkozy en avait fait un marqueur de sa politique, c'est donc un virage à 180 degrés. Alexandre Carra, Patrick Desmully. En politique, on appelle ça un marqueur, une de ces décisions destinées à incarner une présidence. Eh bien, je veux que l'État soit contraint de laisser à chacun au moins la moitié de ce qu'il a gagné. Je veux un bouclier fiscal à 50%. En 3 ans et demi, le bouclier fiscal, symbole de la rupture, est devenu aussi celui d'un président qui ne recule pas. La question du bouclier fiscal est devenue une ligne rouge. Si nous devions céder, cela voudrait dire que nous ferions alors comme avant, c'est-à-dire qu'on oublierait nos promesses de campagne. En 2009, cette mesure aura coûté à l'État 679 millions d'euros. Concerné 1169 contribuables, auxquels a été restitué un chèque moyen de 360 000 euros. Pour François Fillon, le bouclier fiscal n'était déjà plus un tabou. Son ministre du Budget va plus loin, il parle d'une mesure devenue symbole d'injustice. Nous ne voulons pas, dans la précipitation, au cours de cette loi de finances 2011, faire sauter le bouclier fiscal qui est devenu un symbole d'injustice. Il faut dire qu'aux critiques de la gauche s'ajoute désormais celle d'une partie de la droite. En pleine réforme des retraites, difficile pour les élus de défendre une mesure qui concerne d'abord les plus privilégiés. Alors assouplissement ou suppression pure et simple du bouclier fiscal, la décision devrait intervenir début 2011. Mais elle est en tout cas visiblement dans les tuyaux. François Hollande, vous qui avez tant critiqué ce bouclier fiscal avec d'autres, est-ce que vous pouvez dire que c'est une bonne nouvelle? Je ne vais pas me plaindre d'un reniement, cette fois-ci utile, du président de la République par rapport au bouclier fiscal. Mais cette bonne nouvelle, apparemment, peut aussi en cacher une mauvaise, en tout cas une autre injustice, parce que ce que veut Nicolas Sarkozy, c'est supprimer le bouclier fiscal qui lui pèse tant, notamment devant les Français choqués par les injustices, pour supprimer l'impôt sur la fortune, qui coûte encore 5 fois plus en recettes fiscales que ce que comporterait la perte du bouclier fiscal. Donc ce que je veux dire aux Français, c'est que le débat en 2012 sera aussi un débat fiscal. Quelle cohésion sociale, fiscale nous voulons dans notre pays, quelle justice, mais aussi pour quel projet de société. On n'est pas simplement là pour lever des impôts, on est là aussi pour les affecter à ce qui nous paraît prioritaire. Et parmi ce qui me paraît prioritaire, il y a la jeunesse, précisément. Merci François Hollande d'avoir répondu à nos questions. Il est 20h21, restez avec nous. À suivre, les inédits de Nelson Mandela, loin du mythe, dans un livre en forme de mémoire, préfacé par Barack Obama. Il publie ses textes écrits en prison, ses doutes, ses erreurs, ses amours aussi. Regardez-moi dans les yeux, c'est une campagne choc contre la discrimination des handicapés. Elle est diffusée en Belgique, reportage dans un instant. Et puis le retour de Lucky Luke, nouvelles aventures avec des auteurs réputés, Daniel Pénac et Tonino Benacquista. On découvrira cet album en avant-première. Mais d'abord, l'actualité judiciaire. Vous vous souvenez sans doute de René Galinier, ce retraité incarcéré après avoir grièvement blessé 2 cambrioleuses de 11 et 21 ans qui s'étaient introduites chez lui. C'était l'été dernier. Des élus avaient plaidé sa cause. Des rassemblements de soutien s'étaient même tenus. Eh bien, il vient d'être libéré tout à l'heure. Léo Lamberton, Sylvain Doba. C'est en toute discrétion que René Galinier a été libéré cet après-midi de la prison de Béziers. Ce retraité de 73 ans était incarcéré depuis 2 mois pour avoir tiré sur 2 cambrioleuses. Dans son village de Nissan-les-Ancérunes, où la population a multiplié les pétitions en sa faveur, c'est le soulagement. Je suis bien contente. Oui? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Parce que c'est un brave homme et qu'il n'a pas à être en prison, c'est tout. Je ne dis pas comment faire la fête, hein. Loin de là. Mais on est content, puis et voilà, et René est libre.
Le moral va revenir. C'est une personne âgée, je crois, qui est malade, donc et il serait mieux chez lui qu'en prison. Le 5 août dernier, dans l'après-midi, René Galigné surprend à son domicile 2 cambrioleuses d'origine rome, âgées de 11 et 21 ans. Armés d'un fusil, ils tirent et les blessent grièvement. Pour l'avocate d'une des jeunes femmes, il n'y a pas de légitime défense. On ne peut pas pour autant tirer sur les gens. On n'est pas au Far West, tout simplement. On nous a parlé d'autodéfense. Ce ne sont pas des choses qui ont cours en France aujourd'hui. René Galigné ne rentrera pas chez lui ce soir, car les conditions de sa libération sont soumises à un contrôle judiciaire strict et surtout à l'obligation de résider en dehors de Nissan-les-Ensérunes jusqu'à la date de son procès. L'actualité à l'étranger avec un livre de Nelson Mandela. Il sort ces jours-ci et on est très loin, vous allez le voir, de l'image du héros. L'ancien prisonnier publie ses textes écrits en détention. C'est un autre homme qui apparaît. Il indique notamment qu'il est devenu président contre son gré. Un livre en forme de mémoire préfacé par un certain Barack Obama. Bernard Lebrun, Yann Moine. Livre en main, ceux de ses écrits de 27 années de prison et de 5 années de présidence. Nelson Mandela, 92 ans, affaibli, mais toujours aussi cabot pour la photo. C'était ce lundi dans la maison de Madiba, le premier président noir sud-africain. Madiba, son nom tribal d'enfant. Né le 18 juillet 1918 dans la tribu des Xhosa, ce brillant élève des missionnaires deviendra le redoutable avocat de la lutte contre l'apartheid. Ce que l'on a oublié, c'est que Nelson Mandela n'était pas un saint ni Gandhi. Au début des années 60, il opte pour l'action violente contre la minorité blanche qui domine le pays. Et ce que la France ne savait pas alors, c'est que ce sont les militants du FLN venus d'Algérie qui, dans la clandestinité, ont formé à la guérilla Nelson Mandela. Can you shoot that point across the valley? And I shot. They all exclaimed, "Is it your first time to shoot?" I said, "Yes." I didn't want to say, "No, I've shot before." But I said, "No, it's my first time." Adepte méconnu de la vantardise, Nelson Mandela rectifie largement son portrait avec la publication de ses carnets de prison. Pendant 27 années, il a conversé avec lui-même, isolé qu'il était dans sa geôle du bagne de Robben Island, forcément privé de femme. Il a une photo qui est assez étonnante. On a une photo d'une femme zoulou en train de danser nue et qui l'accompagnera dans sa cellule. C'est son fantasme. C'est son fantasme. Conversation avec moi-même est un hymne à l'honnêteté, réduisant l'icône quelque peu sanctifiée à celle d'un homme, tout simplement. En bref, image impressionnante de la visite du président iranien Mahmoud Ahmadinejad au Liban. Il a été accueilli en héros par des dizaines de milliers de personnes sur le parcours entre l'aéroport et le centre-ville. Puis lors d'un meeting monstre ce soir à Beyrouth, il a salué, je cite, la résistance des Libanais face aux agressions d'Israël et les a appelés à l'unité. Le Premier ministre Saad Hariri, Premier ministre libanais, reproche à Téhéran son ingérence. Demain, Mahmoud Ahmadinejad doit se rendre dans le sud du pays, précisément à la frontière israélienne. En Belgique, cette publicité choc contre la discrimination des handicapés, diffusée depuis plusieurs jours dans la presse. Cette campagne, directement inspirée, vous allez le comprendre, d'une autre publicité de lingerie il y a quelques années, présente une jeune femme, une jolie jeune femme, photographiée en soutien-gorge et sans avant-bras gauche. Reportage à Bruxelles, François Baudonnet, Frédéric Furnemont. Son sourire est glamour et son décolleté ultra sexy. Mais ce qui frappe dans cette affiche, c'est le bras de la jeune femme. Une campagne choc diffusée dans toute la presse belge pour changer le regard sur les personnes handicapées. Elle bat en brèche une espèce de perception qu'ont beaucoup de gens, qui est qu'on ne peut pas être à la fois une belle personne et une handicapée. Belle et handicapée, une révolution dans l'univers de la publicité. Grâce à votre générosité, 4 millions... Cette campagne, commandée par l'équivalent belge du Téléthon, a semble-t-il été très efficace. Cette année, les dons ont en effet explosé. Et dans leur immense majorité, les Belges l'ont plébiscité. Moi, ça me choque pas, mais moi j'ai l'esprit ouvert, donc non, ça me choque pas du tout. Ça ne l'empêche pas d'être très jolie et voilà, je trouve ça bien. Le fait qu'elle ait un handicap n'enlève pas la beauté ni du corps ni du visage. Ça me choque un peu. Ça vous choque? Oui. J'ai trouvé ça courageux de la part de la jeune dame, parce qu'elle peut s'opposer à des gens qui seraient choqués, mais personnellement, non. La jeune dame, la voici. Elle est employée par l'agence de publicité qui a conçu la campagne. Handicapée de naissance, elle n'osait pas montrer son corps. Cette photo
a changé sa vie. Je me sens mieux dans ma peau depuis et j'ai moins difficile à confronter le regard des gens qui sont choqués. Je commence à être fière de mon handicap. Ça, c'est une bonne chose. L'affiche n'a que quelques semaines à peine, mais en Belgique, elle est dorénavant plus célèbre que la campagne pour un soutien-gorge qu'elle a parodiée. De la bande dessinée maintenant avec le retour de l'homme qui tire plus vite que son ombre. Lucky Luke contre Pinkerton sort après-demain. Le cow-boy renaît sous les plumes de Daniel Pénac et de Tonino Benacquista. Marie-Hélène Bonneau, Francis Forget. Deux stars de la littérature, amis depuis 30 ans, là où on ne les attendait pas. Daniel Pénac et Tonino Benacquista. Quand l'éditeur de Lucky Luke leur a proposé d'écrire ensemble le scénario du prochain album, ils n'ont pas hésité. On ne refuse pas de servir le cow-boy, c'est quand même une légende, quoi. Et essayer de proposer une énième aventure du cow-boy, c'est quand même assez prestigieux, quoi. Enfin, vous ne pouvez pas dire non, quoi qu'il arrive. Et c'est dur d'enfiler les chaussons de Maurice et Goscinny? C'est dur et c'est très excitant en fait, c'est très sympa. Ils s'attaquent donc à une légende de l'Ouest et n'ont pas droit à l'échec. Lucky Luke contre Pinkerton, c'est le titre, va opposer le célèbre cow-boy à un vrai détective, Alan Pinkerton. Alors ça n'est pas une figure de l'Ouest, c'est plutôt un personnage de Londres, mais qui a vraiment existé. Mais ils sont contemporains. Et qui était vraiment le comment dire, le chargé de la sécurité du président Lincoln. Alan Pinkerton, c'est lui. En 1850, il crée aux États-Unis une agence de détectives. Agence qui existe toujours. Elle emploie aujourd'hui 48 000 enquêteurs. C'est en découvrant le site que les auteurs, habitués des séries noires, ont bâti leur scénario. Quand Pinkerton arrête les Dalton, les célèbres gangsters sont tout désorientés. Les Dalton sont des êtres traditionnels. Ils croient aux valeurs sûres. On est arrêté par Lucky Luke, pas par un gars qui vient de l'extérieur. On n'est pas libéré par l'administration pénitentiaire, on s'évade. On retrouve donc le même humour que dans les albums du début, ceux de Maurice et Goscinny, avec des caricatures, dont celles des auteurs. Tirage colossal pour ce 78e album de la série, 480 000 exemplaires. En bref, pour le plaisir, image des deux buts de l'équipe de France hier face au Luxembourg. Benzema ici et Gourcuff un peu plus tard. Score un peu trompeur car la qualité de jeu n'y était pas toujours, mais il s'agit de la 3e victoire consécutive pour les joueurs de Laurent Blanc et elle leur permet de conserver la tête de leur groupe en vue de l'Euro 2012. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres, la joie et la vitalité des mineurs chiliens. Plus de la moitié d'entre eux sont déjà remontés à l'air libre. Après 2 mois, un peu plus même, coincés sous terre. Embrassades, retrouvailles devant les télévisions du monde entier et ambiance d'unité nationale au Chili. Et puis, cela fait 288 jours qu'Hervé Guéquer et Stéphane Tapponi ainsi que leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage en Afghanistan. Nous ne les oublions pas. Merci à vous tous. Le mouvement de grève affecte aussi France Télévisions, mouvement dont on parlait tout à l'heure, et ce journal est réalisé par le personnel non gréviste. Tout de suite, la météo, Tania Young, du beau et du frais. 20h35, la suite de votre série Les vivants et les morts. À demain. Tout de suite sur France 2. Tout de suite.